L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Karim Zalibi, bonjour. Bonjour. Donc en direct du CIC, du studio de la chaîne 3, merci d'être avec nous en direct sur les ondes de notre chaîne pour cette émission spéciale IATF 2025, la foire du commerce intra-africain qui débute officiellement aujourd'hui à Alger. Vous allez d'ailleurs animer un panel consacré au rôle de la diaspora en Afrique. L'occasion donc de vous présenter. Avant de parler de ce panel que vous allez animer, j'aimerais qu'on parle de l'événement qu'est l'IATF 2025 et le fait que ça soit l'Algérie qui l'organise cette année. Parlez-nous de la portée de cet événement économique africain. Écoutez, la portée elle est considérable puisque c'est l'événement par excellence qui réunit les pays du continent africain avec une visée qui est celle du développement économique, des échanges sud-sud, d'une coopération intra-africaine beaucoup plus dynamique. J'ai envie de dire que le continent africain, depuis quelques années maintenant, a pris son destin en main, a décidé de s'émanciper et cet événement, il cristallise, j'ai envie de dire, toute cette dynamique. On a près de 2000 exposants qui sont à Alger, 35 000 visiteurs qui sont prévus, 180 contrats, je crois, qui vont être signés, l'équivalent de 44 milliards de dollars, qui sera un record d'ailleurs, depuis l'existence de cet événement. Donc non, l'IATF, c'est l'événement économique par excellence du continent africain. Et j'ai envie de dire, il était temps que ce continent se réveille, se structure et s'émancipe de l'Occident, s'émancipe aussi des autres continents, de l'Asie, donc pour se développer, pour sa jeunesse, pour ses peuples, et je crois que c'est un signal qui est très important à l'échelle de la planète, très important à l'échelle de la planète. À savoir, quel est ce signal? Dire l'Afrique se relève, l'Afrique retrouve sa souveraineté économique et politique? Oui, sur le plan, je dirais, politique, ce que vous venez d'évoquer semble évident, mais sur le plan, je dirais, plus pragmatique, on a un continent qui représente 18% de la population mondiale, 1,5 milliard d'habitants donc sur le continent africain, 55 pays, si j'intègre le Sahara occidental dans les pays de l'Union africaine. Et évidemment que on se dit que ce continent qui démographiquement est le plus jeune au monde, qui verra sa population grimper, doubler, on aura en 2075 un habitant de notre planète sur 3 qui émanera du continent africain. C'est considérable. Et derrière cette dynamique démographique, il faut mettre en place une dynamique économique. D'abord pour répondre, je dirais, aux perspectives de cette jeunesse qui doit pouvoir trouver du travail, pour que des infrastructures africaines se développent via les pays africains et pas seulement par les investisseurs qui émanent de notre continent, et puis maîtriser ses ressources. Et puis produire africain, avoir des échanges sud-sud, avoir une coopération dynamique. On a un potentiel de consommateur. Il faut maintenant et désormais mettre en place un potentiel de producteurs sur ce continent. Et quand on voit le PIB, c'est 3 milliards donc de richesses produites, 3 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars, pardon. Donc, on se dit que par rapport au nombre d'habitants, c'est trop peu. Et qu'il faut mettre un coup d'accélérateur. Donc, ce genre d'événement, à Alger, en plus, Algérie qui est un hub, sur le continent africain, qui est une zone de passage, une zone de jonction, qui est un pays passerelle, qui peut permettre les échanges entre pays africains, mais qui peut aussi permettre à l'Afrique de rayonner dans le monde. Donc l'Algérie, sur la scène internationale, confirme par cette IATF 2025 son rôle de puissance méditerranéenne, de puissance africaine incontournable. Et c'est fondamental que il y ait des contrats signés, qu'il y ait du business, et en plus il y a des thématiques qui sont très importantes pour le continent. La jeunesse. Voilà. Les femmes, l'avenir de ce continent passera par les femmes entrepreneuses, les femmes qui créent des entreprises, qui créent des richesses, qui dans la société civile pèsent et pèseront de plus en plus. Donc on a
toutes les conditions réunies sur ce continent pour s'émanciper de toute tutelle quelle qu'elle soit. Et donc, il y a une forme de néocolonialisme économique qui a perduré, qui n'a que trop perduré, qui doit cesser. Et pour que cela cesse, il faut que les pays africains prennent leurs responsabilités. Ce genre d'événement booste, j'ai envie de dire, cette démarche d'autonomie, de coopération, de relations sud-sud. C'est très bon. C'est très bon. Est-ce qu'on a le potentiel humain pour le faire, les compétences au niveau africain pour se détacher de cette dépendance? Moi, je suis convaincu que les compétences humaines existent et on le voit. Il y a une jeunesse africaine qui aujourd'hui est en appétence de pouvoir entreprendre, de pouvoir se construire un avenir sur son continent. Les Africains ont compris qu'il n'y avait pas d'Eldorado ailleurs, et qu'il fallait construire son Eldorado dans son pays, sur son continent, parce qu'il a des potentialités. On ne peut pas simplement être un pourvoyeur de matières premières. Donc, pour des puissances extérieures au continent, qui viennent piller les ressources, et qui, de fait, pillent les ressources, mais ne veulent pas des populations. Il y a un paradoxe. Je veux dire, donc, on a des pays de l'Occident notamment, occidentaux, qui ont appauvri l'Afrique, mais ils ne veulent pas les populations africaines lorsque celles-ci migrent vers les lieux de production. Donc, il faut prendre ses responsabilités, il faut s'émanciper, et je pense que l'Afrique aujourd'hui est dotée par sa jeunesse, qui est scolarisée, qui est formée, qui possède des compétences. Et puis il y a la diaspora. Absolument. Les diasporas africaines qui sont installées partout dans le monde et qui ont une envie, c'est revenir dans leur pays d'origine, le pays de leurs parents, de leurs grands-parents, pour apporter une contribution humble mais déterminée au développement des pays du continent africain. Donc, quand on fait la jonction et entre les peuples africains, la jeunesse africaine formée en Afrique et les diasporas africaines, si on arrive à créer, je dirais, un lien, une unité, une dynamique, une cohésion, ce continent est le continent de l'avenir. Et c'est pas un slogan que de dire ça, parce que démographiquement, on voit bien que l'Occident est un continent, notamment l'Europe, vieillissant. On voit les crises économiques, les crises politiques également. On en parlera tout à l'heure, les instabilités politiques, les montées des radicalismes, de l'extrême droite notamment. Rendez-vous compte que sur un continent comme le continent européen, vous avez la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne qui voient en tête de tous les sondages des partis d'extrême droite. C'est-à-dire des partis qui se replient, des partis qui vont à l'encontre de l'histoire, du monde multipolaire dans lequel on vit, donc des pays qui veulent se barricader, des continents qui ne sont plus ouverts. Donc face à cela, il faut une alternative africaine. Et cette alternative africaine, elle passera par des rendez-vous comme ceux de l'IATF et avec l'Algérie qui est à la pointe aujourd'hui donc de cette volonté de produire algérien, de permettre à sa jeunesse d'entrevoir un avenir, de faire une place aux femmes dans le monde entrepreneurial. Tout cela est de bon augure pour l'avenir. Il faut accélérer la cadence, et l'IATF c'est fait pour ça. Vous parliez de la diaspora puisque vous allez animer un panel consacré à la diaspora africaine lors de cette IATF 2025. Quelles sont les mesures qui vont inciter cette diaspora africaine à revenir et investir ici en Algérie et puis exporter leur savoir-faire et leurs connaissances? Il faut quand même préciser que l'IATF, dans sa version initiale, lorsqu'ils ont décidé d'organiser l'événement en Algérie, était, je dirais, en passe de ne pas mettre en place cette journée consacrée aux diasporas africaines. Et c'est le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a décidé et qui a imposé cette journée, donc le Diaspora Day, donc la journée consacrée aux diasporas africaines. C'est dire l'importance que le président de la République accorde à la diaspora algérienne et au rôle des diasporas africaines en général dans la relation à leur pays d'origine. Et donc cette journée, elle va évoquer deux sujets majeurs au sein des tables rondes. D'abord la dynamique économique qui peut être générée par la participation et la contribution de la diaspora. C'est vrai qu'on a des diasporas africaines qui rayonnent partout dans le monde, là où elles se trouvent.
retrouve aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud. Et ces diasporas africaines, elles ont une envie, c'est retisser un lien fort, investir, s'engager, entreprendre dans leur pays d'origine. On le voit, il y a un retour de la diaspora algérienne en Algérie, de plus en plus de projets, d'entrepreneurs, de volonté de créer des richesses. Et qui réussissent, ces projets. Et qui trouvent leur équilibre. Un équilibre qu'ils ne trouvent plus dans le pays de naissance qui les a vus grandir. Quand on parle de la France aujourd'hui, avec un air qui est de plus en plus irrespirable, une islamophobie grimpante, un racisme qui se développe, quand vous avez ce contexte et que vous vous dites que votre pays d'origine crée les conditions politiques, législatives, le cadre pour pouvoir entreprendre et vous épanouir, vous ne réfléchissez pas trop, vous investissez, et donc il y aura cette table ronde sur l'économie qui dira beaucoup de choses sur la volonté des diasporas d'investir dans leur pays d'origine, et la deuxième table ronde portera sur la décolonisation, le récit des pays africains sur la décolonisation, et j'aurai l'honneur et le privilège d'animer cette table ronde, qui est une table ronde qui est éminemment politique, mais qui est sensible aussi. Parce que sur les 55 pays du continent africain, vous en avez 53 qui ont subi la colonisation, mais qui n'en sont pas sortis de la même manière. Certains en sont sortis par des traités, je dirais, négociés, d'autres par la guerre, par la résistance, par l'émancipation, par l'autodétermination du peuple. C'est le cas de l'Algérie, on le sait. Et on y reviendra juste après le rappel des titres à 8h30. Karim Zeribi, je rappelle que vous êtes ancien député et fondateur du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Vous me disiez à l'instant que vous serez au match face au Botswana, un match prévu donc ce soir, mais on va revenir à l'IATF 2025 et le panel que vous allez animer concernant la diaspora, le rôle de la diaspora africaine dans le développement de l'économie du pays. Et puis, vous parlez également de décolonisation de la pensée, décolonisation également par rapport à notre dépendance économique, par rapport aux anciennes colonies. On a une nouvelle génération d'opérateurs africains qui, heureusement, ne sont plus tiraillés par cette colonisation, notamment française. Est-ce que vous le sentez-vous quand vous allez à la rencontre de ces opérateurs? Oui, bien sûr, je le sens. Je sens une volonté d'écrire son propre récit, de ne plus subir le narratif occidental, le narratif des pays colonisateurs. Ça n'a que trop duré. Et je pourrais vous dire que je le ressens dans le monde économique, dans le secteur économique, mais je le ressens aussi dans le secteur culturel. Il y a une volonté aujourd'hui de s'émanciper par les œuvres cinématographiques, par la création, par je dirais la littérature, par les musées. On reprend encore une fois notre histoire en main. On est vraiment souverain, indépendant. Ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Et dans le secteur économique, à l'évidence, ce grand moment de l'IATF doit concrétiser aussi cette volonté d'écrire son propre récit africain. Donc si l'Afrique ne parle pas de son histoire, donc c'est les autres qui s'en empareront et qui la compteront à leur manière, telle que ça les arrange. Et donc il faut aujourd'hui que les pays africains, même s'ils n'ont pas vécu la décolonisation de la même manière, tous en fonction de leur histoire, mais chaque pays africain doit aujourd'hui s'approprier son histoire. Et c'est fondamental. Et se l'approprier dans le domaine éducatif, transmettre aux générations son histoire, mais aussi la transmettre au monde, son histoire, et ne pas subir la manière dont on parle des pays africains, dont on parle de la décolonisation. Certains voudraient presque nous faire croire dans les pays occidentaux qu'il y avait des bienfaits à la colonisation. C'est une hérésie, c'est abject de pouvoir envisager les choses de cette manière-là. Mais si on veut effectivement contrecarrer cela, il faut que les pays africains investissent dans l'éducation, dans la culture, et dans le monde économique, ne soient plus dépendants donc des anciens colonisateurs. Il faut aujourd'hui, le monde est grand, le monde est multipolaire. Regardez le continent asiatique, l'Amérique du Sud, il y a de multiples partenaires. D'ailleurs, c'est ce que l'Algérie fait. Absolument. Et c'est ce qui dérange la France.
Soyons clairs. Disons les choses clairement. Disons les choses clairement. Qu'est-ce qui dérange la France aujourd'hui? Que l'Algérie puisse avoir comme partenaire la Chine, les États-Unis, la Turquie, la Russie, la diversification des partenaires. Bien sûr. Il n'y a plus le monopole de cette France-là. Il n'y a plus de rapport dominant-dominé. On cherche des nouvelles relations gagnant-gagnant. Mais c'est fondamental. C'est la base finalement. C'est la base finalement. On ne peut pas simplement, je dirais, sur un traité, par le sang qui a été versé par nos aïeux, par nos aînés, se prétendre décoloniser si nous continuons de l'être par une forme de tutelle économique, de tutelle culturelle, de tutelle, je dirais, relative aussi aux traités internationaux. Il faut s'émanciper de tout cela. Et encore une fois, c'est douloureux pour l'ancien colonisateur. Eh bien, tant mieux. Est-ce qu'il le comprend, moi? Non, il ne le comprend pas. Voilà. Il ne le comprend pas parce que dans son logiciel, le colonisateur restera supérieur, sera le dominant. Donc, et il ne le comprendra que par des actes, et des actes forts, des actes fondateurs. Quand l'Algérie, aujourd'hui, signe des contrats et voit des pays avec lesquels elle n'a pas d'histoire, qui sont des partenaires commerciaux de l'Algérie aujourd'hui, des partenaires qui investissent en Algérie, le pays colonisateur qui a été la France a compris qu'il n'y avait plus d'exclusivité, a compris qu'il fallait traiter d'égal à égal. Et si vous ne traitez pas d'égal à égal avec l'Algérie, vous n'avez pas votre place en Algérie. Donc, et ça doit passer par des moments douloureux, par des tensions, par des séquences conflictuelles, pour qu'on puisse retrouver, je l'espère, en tout cas en tant que Français et Algérien, une relation plus apaisée, plus apaisante. Mais celle-ci ne pourra être possible que si elle est basée sur le respect, sur la confiance et sur la volonté, je dirais, de se mettre au même niveau. Donc, et c'est une dimension qui est capitale. On ne peut pas aujourd'hui imaginer cette relation de domination telle qu'elle peut apparaître dans certains esprits politiques. Il y a une nostalgie du pays colonisateur. Cette nostalgie, à un moment donné, il doit en faire son affaire. C'est pas à l'Algérie d'évoquer la nostalgie française. La nostalgie française, donc, elle doit se gérer en France, dans un débat politique et avec une reconnaissance de l'histoire. Si cette reconnaissance a lieu, alors on peut entrevoir l'avenir avec sérénité, avec confiance. Mais si cette reconnaissance n'a pas lieu et si certains veulent faire perdurer une forme de relation dominante-dominée et d'asservissement économique et politique, ça ne peut pas fonctionner. Et on l'a vu quand vous voulez investir en Algérie, mais simplement profiter de la main-d'œuvre algérienne, des ressources algériennes, et faire remonter des capitaux sur notre continent, ça peut pas marcher. Les capitaux doivent rester en Algérie, en Afrique. La production de richesses africaines doit bénéficier à l'Afrique. L'investissement dans les infrastructures africaines doit bénéficier aux Africains. Donc, à un moment donné, il faut porter une exigence. Faire de la politique, c'est aussi être capable de se mettre dans le rapport de force. Et si on est un pays indépendant et libre, on se met dans le rapport de force. Encore une fois, dans le respect des conventions internationales, dans le respect des traités, dans le respect des convenances diplomatiques. L'Algérie a toujours eu, d'ailleurs, une diplomatie, je dirais, de haut rang. Il y a deux éléments qui font la puissance de l'Algérie. Oui. C'est la puissance militaire et la puissance diplomatique. Donc, et dans le monde dans lequel nous vivons, c'est par ces deux leviers que vous vous faites respecter, que vous représentez, je dirais, les fondations d'une grande nation. Et aujourd'hui, il est vrai que l'Algérie est exigeante dans ses relations internationales. Et elle a raison de l'être. Elle est exigeante à la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc sur ce qui se passe en Palestine. Elle est exigeante sur les inégalités, sur les injustices. Et elle réfute et elle refuse totalement la relation du dominant à dominé. C'est son histoire, c'est son ADN, ce sont nos racines et c'est ce qui fait notre histoire commune. Que l'on soit algérien de l'Algérie ou algérien de l'extérieur, nous faisons partie d'une communauté nationale qui a une histoire commune. Certaines communautés ont su transmettre cet héritage. Il faut que nous soyons en mesure de transmettre aux futures générations cette histoire. Non pas pour être dans la victimisation, c'est pas le sujet, parce que nous sommes dans une démarche qui est dynamique, qui est une démarche, je dirais, de construction, une démarche de
de création, on est dans une démarche de rayonnement, on est dans une démarche à ce propos, où on veut démontrer que nous avons un potentiel, mais il faut le faire en posant sur la table toutes les questions sans tabou, sans a priori. En parlant de ça, vous avez parlé de puissance militaire, de puissance politique et puissance diplomatique. On parle à présent de la puissance économique. L'Algérie se retourne vers son continent. Vous le disiez, l'Algérie va devenir un hub régional, une sorte de passerelle entre l'Europe et l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous détailler cette démarche algérienne de se retourner vers son propre continent et le développer, et surtout quand on voit ce qui se passe du point de vue politique en Europe et ailleurs? Vous savez, secteur par secteur, j'ai envie de dire, il y a de grands chantiers à entreprendre en Afrique. Déjà, il faut investir dans le domaine agricole. Il faut parvenir à cette autosuffisance alimentaire. Il faut que le continent africain ne soit plus dépendant sur le plan de sa production agricole des pays ni asiatiques ni européens. Il faut aujourd'hui avoir cette forme de capacité à répondre aux besoins de nos peuples africains. L'Algérie, de ce point de vue, a beaucoup investi dans le secteur agricole. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui des importations qui avaient lieu il y a encore 10 ans, 15 ans, qui ont été stoppées. Parce qu'on produit algérien. Et on produit de manière qualitative. Et on produit avec le goût que permet la terre algérienne. Il faut que sur le continent africain, il y ait cette dynamique. Et la donne s'inversera. On répondra aux besoins de nos peuples, des peuples africains, et on sera en capacité d'exporter vers d'autres continents. C'est-à-dire qu'on deviendra une puissance productrice qui, demain, fera augmenter son PIB, proposera de l'emploi à sa jeunesse, mais qui plus est, rayonnera, parce que c'est les autres qui dépendront de nous, et c'est pas l'Afrique qui dépendra des autres. Ça, c'est fondamental. Sur le plan industriel, prenez les véhicules, le secteur automobile. Là aussi, il y a un potentiel considérable. L'Algérie est très consommatrice donc dans le secteur automobile. Il n'est pas normal que nous ne soyons pas un producteur de véhicules d'automobile, et quelle que soit la taille de l'automobile et la dimension du transport. Donc vous avez le secteur pharmaceutique, donc de la santé. Là aussi, qui s'est développé ces dernières années. Il faut encore aller plus loin. Vous avez l'intelligence artificielle, qui est un secteur d'avenir. On a des start-up, on a des jeunes donc qui sont à la pointe. Et quand je parlais de la diaspora, celle-ci rayonne dans le monde. Vous prenez la Silicon Valley, vous avez un nombre d'Algériens considérable qui brillent, qui font parler d'eux. Ces Algériens-là, on regarde toujours sur l'Algérie et se disent à un moment donné, je vais revenir à la maison, auprès de la famille, donc dans mon pays, et je vais faire bénéficier mon pays de mes compétences, de mon expérience, de mon expertise. Donc tout cela fait que le continent africain, s'il est méthodique, s'il investit donc dans des secteurs stratégiques, l'agriculture, l'industrie, le pharma, l'intelligence artificielle, donc le tourisme, mais pas le tourisme de masse, pas le tourisme qui détruit, l'écotourisme, le tourisme historique. C'est ce que fait d'ailleurs l'Algérie en ce moment. Bien sûr. Et l'Algérie n'est pas tombée dans le piège de certains pays qui ne s'appartiennent plus, si je puis dire. Donc, et il faut aujourd'hui qu'on inverse la tendance. C'est pour ça que l'Algérie hub entre les deux continents, l'Occident et l'Afrique, c'est une Algérie qui est une puissance régionale, c'est une Algérie qui est un levier de production, mais qui derrière permettra aussi par sa zone géographique, géostratégique, d'être une zone de passage où ce que nous produirons en Afrique, mais demain, nous l'exporterons en Europe. C'est les Européens donc, qui auront besoin des produits africains, et puis les Africains qui auront besoin des produits européens. Je pense que on est en train d'inverser la courbe. Il faut accélérer, parce qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, si vous enlevez la main-d'œuvre provenant du continent africain, en Europe, il n'y a plus d'économie. Dans tous les secteurs porteurs, aujourd'hui, dans les usines, dans les secteurs... Une Europe endettée. En Europe endettée, vieillissante. Une Europe endettée, vieillissante, qui ne produit que par une main-d'œuvre qui, en réalité, est majoritairement africaine. Dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs industriels, le secteur agricole, le secteur des services, le secteur de la santé, si vous enlevez, je prends l'exemple de la France, les 16 000 médecins algériens de France,
l'hôpital public ferme les portes. C'est une réalité. Si vous enlevez dans le métier des services la main-d'œuvre algérienne en France, les restaurants ferment. Donc il y a 30% des taxis parisiens qui sont algériens. Donc vous avez dans tous les secteurs, je pourrais vous les passer les uns après les autres, les agents de sécurité privés, vous avez 30% d'Algériens. Donc dans le secteur industriel, vous avez des Algériens, vous avez 40 000 ingénieurs algériens en France. Vous vous rendez compte? Ce potentiel, il est considérable, ce potentiel humain. Si demain, l'Afrique, avec ses diasporas africaines, l'Algérie, avec sa diaspora, arrive avec le peuple algérien à créer une symbiose, une dynamique, une harmonie, une unité, une cohésion. Mais je vous dis que dans 20 ans, le continent à la pointe, 20-25 ans, ce sera l'Afrique. Inch'Allah. Et d'ailleurs, en parlant de cela, est-ce que ça sera aussi la fin du franc CFA? Il faut que ce soit la fin du franc CFA, parce que là encore une fois, il n'y a pas de cohérence. Avec cette monnaie, il y a eu des projets qui ont été portés, qui ont beaucoup inquiété, et d'ailleurs ceux qui ont porté ces projets ont été rapidement déstabilisés. Donc là aussi, il faut que l'Union africaine prenne ses responsabilités et sorte de cette monnaie qui est une monnaie de tutelle. Disons-le clairement, oui. Et qui bénéficie à l'ancien colonisateur. Donc oui, il faut en sortir. Il faut une indépendance monétaire. Vous savez ce qu'a fait l'Union européenne, l'Union africaine doit le faire, créer des coopérations renforcées, une monnaie unifiée, une intégration continentale, des rapports sud-sud privilégiés. Quand on peut faire du business, il faut d'abord regarder si on peut les faire entre pays du continent africain avant de les faire avec un pays d'un autre continent. Ça doit être une exigence, ça doit être un réflexe, ça doit devenir culturel. Et c'est ce défi qui se présente à l'Afrique. C'est ce défi qui se présente au peuple africain. C'est ce défi qui se présente aux générations futures. Je pense que les générations futures ont compris. Elles sont décomplexées. Donc, elles ont notre logiciel. Elles sont ouvertes sur le monde. Et elles ont compris qu'il fallait que leur continent se développe. Il ne faut plus être un pourvoyeur de talent, il ne faut plus être un pourvoyeur de richesse, il faut être un créateur, un développeur, là où nous nous trouvons, sur ce grand continent qu'est l'Afrique. En parlant de l'Afrique, grand continent, et pourtant ce grand continent n'a même pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Est-ce que cela prouve encore une fois que les pays européens, les puissances de ce monde, considère le continent africain comme un continent sous tutelle? Mais elle l'a toujours considéré, vous savez. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de siège permanent pour un pays africain. C'est depuis la Convention de Berlin, que Bismarck, qui avait réuni en 1885, la Convention de Berlin, qui avait mis autour de la table la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et la Grande-Bretagne pour se distribuer les parts de marché et la domination sur le continent africain. Mais ça n'a pas changé dans leur esprit. Donc, ensuite, on a eu la fin de la Société des Nations en 45, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et les Nations Unies qui se sont créées, qui ont pris le relais derrière. Vous pensez qu'en 1945, ils allaient rééquilibrer le monde? Donc, pas du tout. Donc, ils ont créé un Conseil de sécurité avec 15 pays, dont une représentation africaine qui est mineure, avec 5 pays qui détiennent le droit de veto. Et ces 5 pays qui détiennent le droit de veto au hasard, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. On n'a pas une seule représentation africaine. Aucune. L'Algérie est membre non permanent. 1,5 milliard d'habitants, sans représentation à la table des Nations Unies. 1,5 milliard d'habitants. Et je disais que en 2075, on aura un humain sur 3 qui sera africain. Mais c'est la fin des Nations Unies. Si elle reste en l'état, ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, l'Algérie, par la voix de Ammar Benjema, le diplomate qui représente l'Algérie au Conseil de sécurité, puisque jusqu'à la fin de l'année, l'Algérie est membre du Conseil de sécurité, ça aura duré 2 ans, a donné de la voix régulièrement pour une représentation plus forte du continent africain. Ça fait partie des éléments de réforme portés par l'Algérie aux Nations Unies. Et ce n'est que justesse. En fait, vous savez pourquoi l'Algérie est crédible sur la scène internationale? Oui. Parce que l'Algérie, elle s'appuie sur des principes. Des principes qui, de son point de vue, ne sont pas négociables. L'autodétermination des peuples, la non-ingérence, donc porter la justice,
Donc lutter contre l'oppression, la colonisation, les expropriations. Donc l'Algérie est toujours une force de médiation. Quand un pays est pris dans une forme de, je dirais, de discorde intérieure, l'Algérie ne prend jamais parti pour une ou l'autre des parties. Elle est toujours là pour essayer de réunir les membres d'une même nation. Elle est force de médiation. Elle est force de médiation. Donc et ces principes-là, qui sont intangibles, sont des principes qui représentent la boussole de l'Algérie sur la scène internationale. Et quand je compare aujourd'hui donc les sorties algériennes au Conseil de sécurité, et quand je vois l'incohérence française, pardonnez-moi, je suis obligé à un moment donné de comparer. Quand je vois que la France reconnaît l'État palestinien à la future Assemblée générale des Nations Unies, mais par la même occasion, donc ne met pas en place d'embargo dans les échanges économiques avec le gouvernement, le régime génocidaire, continue de faire transiter par ses ports Marseille, Le Havre, de l'armement qui va tuer, éradiquer le peuple palestinien. Où est la cohérence ? Où est la voix de la France dans le monde? Elle est en train de s'éteindre petit à petit par son incohérence, par cette confusion, par cette forme, je dirais, de parti pris, donc qui ne met pas la justice au centre des décisions françaises. Donc, et on le voit, la France est traversée par une dette qui est abyssale, une instabilité politique, elle est aphone sur la scène internationale, donc alors que l'Algérie se développe économiquement, renforce son rôle de puissance régionale et africaine, donc multiplie les partenaires économiques et politiques. Multiplie les partenaires économiques et politiques, est crédible sur la scène internationale à la table des Nations Unies. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique d'un côté et une forme de déclin de l'autre. Donc ça ne me fait pas plaisir de faire ce constat. C'est une réalité, monsieur. C'est une réalité. Moi, je préférerais que la France se porte bien, que l'Algérie se porte bien, que nous ayons des relations apaisantes, apaisées, gagnant-gagnant, d'égal à égal. Mais à un moment donné, il faut dire les choses. Donc, dans la relation aujourd'hui, qui est une relation tendue, donc il y a une des parties qui n'est pas favorable à ce renouveau donc dans la relation. Renouveau dans la relation avec l'Algérie, puis renouveau dans les relations avec l'Afrique. On va revenir La France est chassée de tous les pays africains. Vous l'avez remarqué aussi. Donc tous les pays africains, là où il y avait des bases militaires françaises, tous les pays africains ont demandé à ce que ces bases dégagent. Et il y a une forme de dégagisme français en Afrique, même économique. Les Africains préfèrent choisir un autre partenaire que le partenaire français. En parlant de ces partenaires, on privilégie dorénavant des partenaires tels que la Chine, tels que la Russie, tels que la Turquie, pour ne citer que cela. Les Italiens également dans le domaine des hydrocarbures pour ce qui est de l'Algérie. Qu'est-ce qu'offrent ces pays que la France, malheureusement, qui est restée dans une forme de statu quo et de stagnation politique et économique, qu'offrent ces pays-là en alternative? D'abord, je pense qu'il y a une posture. Il faut dire les choses, parce que avant de rentrer dans le dur, il faut évoquer la posture. La posture est moins arrogante. Elle est moins arrogante. Elle semble plus respectueuse, donc dans la relation, dans le rapport. Il y a une reconnaissance de ce que sont les pays africains. Quand on entend parler Meloni, par exemple, alors qu'elle est d'extrême droite, pardonnez-moi, c'est l'extrême droite italienne. Quand vous regardez le plan Mattei, donc qui matérialise la relation de l'Italie avec les pays du continent africain, d'abord elle reconnaît la période coloniale, donc et elle est capable d'incriminer. Elle a souvent critiqué la France dans sa relation aux pays africains. Elle n'est pas dans une posture néocoloniale sur le plan économique, elle est dans une relation gagnant-gagnant, donc elle est prête à investir, mais à faire des co-investissements. C'est pas simplement investir, piller les richesses et repartir à la maison. Avec des échanges d'expertise. C'est des échanges d'expertise. Elle est prête à accueillir aussi éventuellement des produits fabriqués sur le continent africain, dans l'économie italienne. Bon, voilà. Alors c'est pas Alice au pays des merveilles non plus. Giorgia Meloni, ne soyons pas dupes et naïfs. Évidemment. Elle a compris l'intérêt de l'Italie, tout simplement. Elle n'est pas devenue amoureuse de l'Afrique pour rien. Donc, mais elle fait de la réelle politique. Et cette réelle politique aujourd'hui, c'est une réelle politique qui doit se développer avec tous les partenaires qui veulent travailler avec les pays du continent africain. Parce que, encore une fois, l'Afrique doit envoyer un signal clair. Vous voulez faire du business avec nous, c'est gagnant-gagnant.
Vous voulez traiter sur une relation diplomatique avec nous, c'est d'égal à égal. Vous souhaitez que nous achetions vos produits, vous allez acheter les nôtres aussi. Donc vous voulez produire et investir chez nous, ce sera des co-investissements. Donc et vous ne vous rembourserez pas vos investissements par les bénéfices que vous allez faire sans que les pays africains puissent en bénéficier. Voilà, tout ça c'est un changement de logiciel. Ce changement de logiciel, il se matérialise aussi par des rendez-vous comme l'IATF. Et l'IATF qui, je reviens à cet événement, va voir près de 180 contrats signés, 44 milliards de dollars, donc c'est l'équivalent de ces contrats, démontre encore une fois dans ce record qui j'espère sera battu à Alger par rapport à ce qui s'est passé en Égypte ou en Afrique du Sud sur les éditions précédentes, démontre que l'Afrique avance, que l'Afrique se structure, que l'Afrique a compris qu'il fallait être unis, solidaires et travailler ensemble. Voilà. La relation Sud-Sud, j'ai envie de dire, c'est une révolution dans le monde multipolaire. C'est une révolution à laquelle il va falloir que les pays occidentaux s'habituent. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Karim Zeribi. Je rappelle que vous êtes donc ancien député et fondateur du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Vous vouliez rajouter? Il y a une délégation du Conseil mondial de la diaspora algérienne qui arrive à Alger ce matin. Je tiens à saluer mes collègues. Ils vont arriver de Paris, de Londres, de Berlin, de Belgique. Ils seront au nombre de 100 pour représenter la diaspora algérienne. C'est une délégation du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Donc je suis très heureux que cette délégation puisse participer à l'IATF. Elle sera demain présente dans la salle, magnifique salle de la table ronde que j'aurai le plaisir d'animer. Et vous savez, j'en terminerai aussi par cette infrastructure qu'est le CIC. Cette infrastructure qu'est le CIC, oui, on la trouve pas en Europe. En tout cas, on la trouve pas dans tous les pays européens. Et ça aussi, ce sont des signes qui sont porteurs, je dirais, d'une évolution, d'un changement. C'est une infrastructure moderne. C'est une infrastructure qui fait envie. C'est une infrastructure qui est exceptionnelle en termes de confort, en termes de, je dirais, de qualité. Regardez, vous avez installé votre studio au CIC ce matin. Je discute avec vous. Les amphithéâtres sont magnifiques. Donc, la sonorisation est exceptionnelle. Il y a des pays européens qui ne possèdent pas ce type d'infrastructure. Ça signifie des choses. Les temps changent. Et c'est bon de le sentir. Et c'est de bon augure aussi. Merci beaucoup, Monsieur Karim Zeribi, d'avoir été en direct avec nous sur les ondes de la chaîne 3.